Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à votre rendez-vous sportif quotidien sur Télé Grenoble. Esprit Sport, c'est tous les soirs à 19h15 et 22h15. Et lundi, c'est tous les sports, tous les terrains, les pros, les amateurs, les filles, les garçons, les individuels, collectifs, les valides, les handis, tout ce beau monde au nom de la passion du sport. Je n'ai pas dit les jeunes et les moins jeunes. Désolé messieurs. Éric Clair, Dauphiné Libéré, bonsoir. Bonsoir Lucille. Et Mathias Araez, 24 ans, tout juste, c'est ça? Exactement. À vous deux, messieurs. Merci beaucoup d'être ici. Et à 44 ans, il est encore frais comme un gardon. Il vient de le prouver aux internationaux de Melbourne, les World Series. David Smetanine, bonsoir. Bonsoir Lucille. Ça va? Oui, très bien. Ça fait bien plaisir de te retrouver ici, donc en pleine forme. 9 médailles olympiques, mesdames et messieurs. Combien de titres déjà? Au niveau national, ouais. 153. Non. Oui, alors ça c'est national, mais olympique. Non, olympique. 2 seulement. 2. On aura un troisième à Tokyo. Seulement 2 médailles d'or aux Jeux paralympiques, donc c'était à Pékin. Pékin en 2008. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. On va bien sûr regarder vers l'avenir avec toi et aussi quand même un petit peu dans le rétro avec l'essentiel de l'actu. Leurs 4 essais n'auront pas fait le poids, les Grenoblois en auront encaissé 7. Bordeaux-Bègles s'impose sur son pré et laisse le FCG repartir sans le moindre point, toujours avant-dernier du classement de top 14. Ce qui est rageant, c'est qu'on arrive à mettre 30 points et avec une défense comme ça, aujourd'hui c'est difficile. C'était une de nos qualités sur nos principaux matchs à l'extérieur depuis le début de saison. Et là, on repart bredouille et avec beaucoup de leçons à tirer. On se déplace à Clermont la semaine prochaine, on sait à quoi s'attendre. Et le carton pour les Centaures. Les footballeurs américains grenoblois remportent leur première partie à Lesdiguières. Victoire sans appel 47-0 qui écrase le rival Aix-en-Provence devant plus d'1 millier de spectateurs. Et qui place les Centaures sous les meilleurs auspices avant de recevoir le meilleur ennemi, les Black Panthers de Thonon. Pas de coup de tonnerre à Brest. Les Grenoblois y ont bien cru, mais ils finissent à terre. Les Bretons s'imposent 3-1. Le GF 38 descend dans la deuxième moitié du tableau à la 11e place. Le point du bonheur qui sauve le GVUC en play-down. Nos volleyeurs ne se sont pas laissés démonter par Marseille et s'imposent au tie-break. Ils sont 7e de la poule de maintien en élite masculine. Et revoilà Mélina Robert-Michon au plus haut niveau. Après une longue pause pour profiter de sa maternité, la disco ball a franchi la barre symbolique des 60 mètres au championnat de France hivernaux à Salon de Provence. Avec un lancer à 60 mètres 03, elle s'offre un 18e titre national. Et ça c'est fort, ouais, ça fait vachement plaisir. Hein, On est ravis pour elle. la disco ball, Mathias. Disco ball? Disco ball. Oui, c'est vrai. Mon accent. C'est vrai, oui. Une amie, bien sûr. Une amie et une ambassadrice du département avec moi, puisqu'on travaille ensemble comme ambassadeur du sport pour le département de l'Isère. Et je suis heureux de l'avoir à mes côtés en permanence, parce que c'est quelqu'un vraiment brillant, de modeste, d'humble et de très performante. Oui. Mélina a fait 5 fois les Jeux, c'est énorme. Nord-Isère. Et le Sud-Isère. 5 fois les Jeux, on va en reparler tout à l'heure. Décidément, ça va pas très fort pour nos footballeurs et nos rugbymen. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, 9e match sans victoire pour les footballeurs qui cumulent 5 défaites et 4 victoires et 4 nuls seulement. Donc ils rétrogradent à la 11e place dans la deuxième partie de tableau. Ouais, c'est pas très glorieux. Et quant aux rugbymen, c'est la 5e défaite consécutive. C'est ça. On va dire que c'est moins grave pour le GF 38. Oui, dans l'opération maintien, qui sont quand même qui profitent de leur bon début de saison, heureusement. Mais c'est plus inquiétant pour les rugbymen, effectivement, qui se sont fait dépasser depuis la semaine dernière par Agen. Agen qui a gagné à Perpignan, donc ce qui est loin de faire les affaires des Grenoblois, qui ont encore un programme chargé avec un déplacement à Clermont et la réception du Racing dans 15 jours. Alors, une bonne opération, le fait que Perpignan n'ait pas gagné ou que Agen est finalement... Agen prend un petit peu plus le large avec 5 points d'avance. Ce n'est pas une bonne opération pour les Grenoblois. On peut considérer maintenant que les Catalans sont condamnés à la rétrogradation en Pro D2. Maintenant, c'est devenu vraiment un match avec les Agenais pour éviter cette place de barragiste. Et maintenant, les Grenoblois sont à 5 points des Agenais qui viendront malgré tout au Stade des Alpes prochainement. Donc, 2 matchs importants, ça sera le déplacement à Perpignan et la réception d'Agen. Tout à fait.
Il y a beaucoup de choses qui vont se jouer à ce moment-là. Et à retenir aussi un chiffre. C'est quand même pas encore une mauvaise nouvelle. Si. Malheureusement, si. Ouais. Le sport grenoblois n'est pas à la fête en ce moment. Donc 3, c'est pas les 3 points. Hein. Non. 3, c'est la 3e défaite consécutive des handballeurs du GMH 38, qui rétrograde donc à la 13e place sur 14, qui les met en position de relégable aujourd'hui. Donc la réception de Strasbourg vendredi n'en sera plus que cruciale, vu que Strasbourg est aussi mal placé. Ils sont seulement à 1 point des Grenoblois. Mais voilà, donc les Grenoblois seront vraiment dans l'obligation d'une victoire sur leur terre vendredi pour se relancer. Ouais, ils ont fait des plutôt bonnes performances quand même cette saison. On les voit pas descendre. Ils ont bien démarré, voilà, et là ils payent un petit peu l'absence de leur arrière gauche, Yanis Jourdan, qui est espéré ce vendredi. Donc ça serait plutôt une bonne nouvelle pour les Grenoblois. Très bien, allez à suivre donc prochain match. C'est vendredi à domicile. Contre Strasbourg, l'autre promu. L'autre promu, oui. Donc ça va être effectivement capital. On retrouve la gagne tout de suite avec nos brûleurs. Tout de suite. Car nos brûleurs, ils filent vers les playoffs. Ça commence vendredi, mais avant cela, un gros match les attend. Donc, la réception des Dragons de Rouen, qui sont leaders de cette phase régulière. Ça ne changera pas. Rouen premier, Grenoble deuxième. Et donc, ça, c'est vraiment pour le gros match qui attend le public grenoblois à la patinoire Pôle Sud. Et c'est mardi. Ils vont plutôt bien, nos brûleurs. Oui, ils ont enchaîné leur 37e victoire de la saison régulière. Donc oui, on peut parler d'un match de gala, un match de prestige entre les deux équipes qui ont survolé la saison régulière. Et dès vendredi, c'est surtout là où on va commencer à les attendre avec le début des playoffs. Bon, à Nice, ça n'a pas été aussi simple. Une victoire difficile, 4-3, mais voilà, on les a quand même jamais sentis en difficulté de toute façon. Ils se préparent, on va dire, avec tout le respect qu'on doit à Nice, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Enfin, toutes les équipes maintenant qui sont concernées par les playoffs sont depuis quelques semaines, voire quelques mois dans cette optique. Bon, et avec le retour de Sacha Treille et de Kyle Hardy, ça y est, c'est fait. Voilà, contre Anglette, déjà la semaine dernière, vendredi dernier, à la patinoire Pôle Sud. Ça promet, tu es très fan des brûleurs. Oui, j'ai joué pour Grenoble et puis c'est des copains aussi. Donc, savoir que Sacha revient dans les bancs des premières lignes, c'est une très très bonne nouvelle. Tout à fait. Et donc, ça promet quand même des playoffs très disputés cette fois-ci. Il s'agira de pas faiblir sur la dernière marche. Oui, compte tenu de leur saison régulière, on ne voit pas comment la finale peut échapper aux Rouennais et aux Grenoblois. Ça serait vraiment une déception si les Grenoblois devaient louper cette marche. Mais c'est la loi des playoffs, on va suivre ça donc à partir de vendredi prochain. Un autre sport de glisse, pas forcément celui auquel on s'attend tout de suite avec Mathias. C'est un sport à roulettes, Mathias. Ouais, c'est le skate féminin. Le week-end dernier se tenait à la bifurque la Chicasses. La Chicasses, c'est un rendez-vous qui a lieu depuis 4 ans déjà. C'est une session où viennent des filles des 4 coins de la France pour montrer leur niveau à la fois en street ou alors en ball. On vous expliquera ça tout à l'heure. Voilà, avec ce sujet sur le skate féminin. Allez, on regarde ça tout de suite. Véritable porte-étendard des sports de rue, le skateboard réunit glisse, équilibre et créativité dans les figures. Popularisé à la fin des années 70 dans la banlieue de Los Angeles, le skate est un sport très masculin. Du coup, moi j'ai commencé un peu toute seule à skater, mais là, au fur et à mesure, vu qu'en plus c'est un sport qui va rentrer aux Jeux Olympiques, il y a de plus en plus de filles qui s'y mettent et c'est super bien, quoi, parce que il y a enfin un peu plus de filles. Et puis grâce par exemple à des compétitions comme ça que filles, vu qu'on est tout éparpillés dans la France, ça nous permet de toutes se revoir et de partager des moments géniaux. À Grenoble, les skateuses représentent environ 10% des adhérents de l'association résidente de la Bifurque. Un combat qui démarre dès le plus jeune âge pour une discipline où l'agilité est obligatoire. Mon papa il en faisait plus jeune et ça, c'est une passion, j'aime le skate. En ball ou en street, les tricks s'enchaînent et le skate féminin n'a rien à envier à personne.
Beaucoup de gens nous comparent aux mecs en nous disant vous skatez moins bien que les mecs, alors que c'est pas ça, c'est que nous on est des filles, donc on va skater comme des filles. Alors que les mecs, bah eux ils vont skater comme des mecs et jamais on verra un mec skater comme une fille. Donc voilà, c'est juste qu'on skate différemment, c'est pas qu'on skate moins bien. C'est aussi un sport où les filles sont arrivées plus tard. Donc forcément la scène est en train de se construire petit à petit et petit à petit y a de plus en plus de filles et des filles qui envoient du lourd. En 2020, le skate fera son entrée par la grande porte aux Jeux Olympiques de Tokyo. La France y présentera évidemment une équipe composée de 14 athlètes, parmi lesquels 6 filles. Et oui, et ça, c'est sûr, du coup. Ouais, ça y est, ça intègre les JO des Tokyo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une petite polémique dans le monde du skate. Il y a 2 écoles. Il y a une partie des pratiquants qui refusaient l'intégration de ce sport aux Jeux Olympiques pour la bonne et simple raison qu'ils le considèrent comme un sport underground qui appartient à la rue. Et puis, il y a aussi le fait qu'ils ne souhaitaient pas forcément être sponsorisés par des marques mainstream comme Nike, Red Bull. Et puis aussi, se posait aussi la question des contrôles antidopage. Voilà, on sait que c'est un monde... Qu'est-ce que ça peut faire que ce soit un sport de rue, finalement? On va demander ça tout de suite à notre expert olympique. Ouais, c'est chose différente. Il y a la question du module extérieur, comme on le voit maintenant sur les big air ou en snowboard. Et puis il y a les sports plus conventionnels dans le skateboard, la rampe et le bol. C'est vrai que c'est 2 choses différentes. Mais il y a bien le halfpipe sur les on rentre dans une culture de underground en fait, qu'on trouve maintenant de plus en plus dans la rue. Et le fait de formaliser sur un terrain olympique quelque chose de standard, forcément, avec des modules bien spécifiques, avec des réglementations dans les hauteurs, la vitesse, la pente, l'inclinaison, c'est pas toujours facile à gérer, pour les gens qui pensent que on doit skater ou rider le milieu naturel. Donc, rider pour les snowboarders dans la nature, avec tout ce qu'ils trouvent. On s'adapte aussi. On s'adapte, ils l'ont fait pour les jeux d'hiver en snowboard, on peut le faire pour les jeux d'été en skateboard, j'espère en tout cas. Toi, t'es pour? Oui, je pense que c'est une bonne chose. Après, c'est vrai qu'il y a une polémique qui traîne depuis très longtemps entre les X-Games, les Jeux mondiaux et les Jeux olympiques. Bon, de toute façon, c'est fait, donc on va pas... Exactement. Voilà, oui. Mauvaise nouvelle aussi pour Brune Lenoblet et Florian Amar, qu'on avait reçu il y a quelques semaines sur le plateau. Boulistes. Et oui, le sport boule n'a pas été retenu parmi les sports additionnels pour Paris 2024. Oui. Voilà, donc c'est une mauvaise nouvelle pour les sports de boule. Le programme est sorti il y a 3 semaines. Ouais. C'est ça. Mais réclamation, on peut faire quelque chose auprès problème de du nombre de ambassadeur. licenciés, problème du nombre de pratiquants et du nombre de fédérations internationales à représenter pour pouvoir avoir une légitimité. Et comme il y a déjà 2 sports qui rentrent, le skateboard et l'escalade, ça va être très compliqué. Ah, la concurrence est dure, parce que c'est vrai que c'est un sport très international, et notamment en Asie. Oui, exactement. La prochaine fois, alors. Possible. Voilà. Mais peut-être que s'il y en a qui sortent, d'autres... C'est le jeu, de toute façon, exactement. Ouais, c'est compliqué. On enchaîne avec toi, on est bien parti, les jeux, tout de suite. C'est le jeu, c'est les jeux. C'est le jeu, c'est les jeux, c'est ça. Voilà, absolument. Tout d'abord, avant de faire ta connaissance, Mathias va nous en dire un petit peu plus. Ouais. Alors, Athènes, Pékin, Londres, Rio, non, Lucille, j'en aurais bien fait ma wish list des prochaines vacances, mais Londres, ce sont juste les villes olympiques où David Smetanine a tout remporté. Alors, David, c'est un grand passionné de sport, passionné de natation, que rien n'arrête, pas même un accident qui faillit lui coûter la vie en 1995. Tétraplégique qui s'est replongé dans les bassins pour atteindre le plus haut niveau grâce à sa science du détail et aussi sa force de travail. Alors, je ne vais pas vous faire tout son palmarès parce que je pense qu'on y passerait l'émission, mais juste plus de 150 titres de champion de France. Alors, je pense que je ne me trompe pas si je dis que le PSG n'arrivera pas à faire mieux en foot. Ça dépend, hein. Il a une longue vie aussi, le PSG. Ouais. 9 médailles paralympiques, dont la première française en or en natation à Pékin. Alors, vous avez aujourd'hui 44 ans. Tokyo, pas Tokyo Non, Tokyo, définitivement Tokyo. Tokyo. Alors là, lorsqu'on s'était vu juste avant Rio, me faire ravaler 2016, mes mots, en fait. voilà, on avait dit, voilà, là, ça sera les derniers jeux, voilà, je vais essayer de gagner une médaille. C'est ce que c'est. Quiz d'Eric qui pourrait dire la même chose. C'est vrai que le Dauphiné m'a aussi suivi depuis très très longtemps et on avait aussi évoqué cette question-là depuis longtemps. Voilà. Et du coup il y avait une volonté de revenir à un plus haut niveau après une blessure importante à la hanche en 2015 pour aller après aux Jeux de Tokyo en 2016 et pas m'arrêter de Rio. De Rio. En 2016, pardon, et ne pas m'arrêter. C'est un lapsus révélateur en fait. De ne pas m'arrêter là sur une blessure, ce qui était vraiment vraiment horrible. C'était fait. Il y a eu les Jeux, il y a eu une médaille. Il y a eu la médaille, pas la plus belle, mais une médaille d'argent qui était quand même pas mal. Après, je crois que j'ai juste envie de marquer les esprits puis de finir vraiment
comme bon me semble, c'est-à-dire une 5e participation et j'espère une 10e médaille, ça serait bien. Faire partie du top 20 mondial, ça serait une chouette revanche, quoi. Puis tant que je peux et que je me fais plaisir dans l'eau, c'est bien, quoi. Je pense pas tout accompli encore. Il me manque des petites choses, un truc peut-être encore, je sais pas. 20 ans après, donc Ouais. avoir débuté la 20 natation 23, Ouais, plus que ça même, ouais. 23, 24 ans, ouais, quand même. Puisque donc la natation, tu avais commencé très peu de temps après ton accident, en fait. J'ai repris la natation après mon accident, comme un but un peu plus thérapeutique. En fait, c'est un sport qui permet de pouvoir faire beaucoup de choses, hein. On flotte tous dans l'eau, de par les propriétés physiques qu'on a en natation. Donc il y a aussi L'accessibilité- l'aspect psychologique, alors. Oui, et puis bien sûr, surtout quand on a un accident comme celui-là, on est vraiment perdu, on a vraiment une branche à laquelle se raccrocher et de pouvoir reconstruire un projet sportif, mon identité, Mhm. celle du sportif que j'étais passionné et que je suis toujours. Tu faisais la C'est natation, important. hein, Je déjà. nageais avant, tout à Mhm. fait, dans les mêmes lignes d'eau qu'on voit juste là derrière, Oui. dans les Chirol et au Guc à l'époque aussi. Et se dire, ah bah tiens, j'ai perdu de la mobilité, pas 100%. J'ai perdu une partie de mobilité, Voilà. oui, je suis pas 100% paralysé puisque je bouge un peu les jambes, etc. Mais Mais ça se fait bien et ça s'est bien passé dans l'eau. il y a une possibilité de continuer ce projet sportif. Je ne pouvais pas être champion olympique. Je me suis dit, tu pourras peut-être être champion paralympique. Et c'est ce qui s'est passé en 2008. En 2008, pour cette première médaille d'or, le premier jour à Pékin. Et une belle médaille d'or que j'ai dédicacée à l'époque. Quelqu'un qui nous reste cher, Emmanuel Eustache, que j'aimerais qu'on Oui. cite. Voilà. Tout à fait. On a une grosse Un grand pensée garçon du pour, bobsleigh et pour un lui. grand sportif aussi. Voilà. Voilà, lanceur de poids aussi, disparu ça a il y été, a quelques années. Exactement. Malheureusement, disparu d'un cancer et qui s'est battu comme un lion. Et c'est toujours une façon de lui rendre hommage, c'est important. Mais oui, c'était une volonté personnelle de pouvoir aller jusqu'au bout de mon projet. Et puis, quand on vit des émotions pareilles et des moments aussi forts et qu'on peut encore les vivre un petit peu, On veut pas que ça s'arrête. pourquoi pas. Ouais, Voilà. Puis l'histoire est belle. On aura Paris derrière. Ce sera l'occasion de tourner la page pour moi et peut-être d'aller sur la partie organisation après avoir été membre du comité de candidature. Oui, puis attends, juste 74, du coup, ça fera, bah, tu auras 50 ans. Allez, on Ouais. va faire. Et ben, on va aller faire les Jeux de... Et C'est une le volonté d'être la nouvelle Johnny Longo du sport. Du sport Ah, grenoblois. comme quoi les Grenoblois sont toujours là. Non, et puis il y a un truc incroyable en parlant d'histoire, et j'aime bien ça aussi, c'est que mon 50 libre, même si c'est pas finalement ma meilleure chance, peut-être que le 200 finalement sera une bonne opportunité aussi, on va voir. Mais le 50 libre tombera le 3 septembre 2020, c'est-à-dire exactement 25 ans jour pour jour après ma sortie de bloc opératoire. Donc c'est une belle histoire aussi et un pied de nez à la vie parfois aussi, voilà, qu'on a envie de faire. Et... Un petit signe qui nous attend là. Ouais, Alors. ouais, je m'en sers aussi beaucoup, c'est important parce que là, la route est dure et longue, et très longue surtout, mais dure. Et tout ce que je peux prendre pour m'aider à avancer, je le prends, quoi. Vous faites référence à cet accident. Est-ce que c'est une sorte de revanche? Est-ce que vous servez de cette motivation pour... vous allez chercher peut-être plus loin que les autres un petit peu, Plus cette, forcément aujourd'hui, je pense que j'ai passé le cap et j'ai vraiment tourné la page, et il faut le faire, hein, d'un accident qui a été dur et violent, bien sûr, mais... C'est un accident de la route. Hein. C'est la route, tout à fait. Par contre, il y a forcément un moment donné que les choses reviennent, et non pas comme une revanche, mais simplement comme une opportunité nouvelle de montrer que malgré le handicap, on peut faire de très belles choses, et que ça n'est que notre propre caractère qui nous arrête, nos propres limites, et pas l'environnement, pas l'extérieur. Donc c'est pas une revanche, c'est juste un challenge que je me lance, et une envie de concrétiser quelque chose qui est juste exceptionnel, quoi. 5 fois au jeu, médaille en natation en plus. Mais il y a du boulot. Médaillé 10 fois, Tu sais, il y a du c'est boulot. dur. Il y a du boulot, et ben voilà, on sort d'un gros stage en Australie où on a fait beaucoup de travail. Oui. Justement. On amène des images ici. Pardon, c'est le dos ici Pas de souci. qu'on voit. Sur la ligne 9, là on voit qu'en fait tout le monde est mélangé. Les Coupes du Monde paralympiques sont multiclasses. On a des gens qui sont S14, 13 et différentes catégories. Et en effet, ouais, ça a changé, quoi. Oui, alors c'est pas forcément ce que tu préfères d'ailleurs. Non, mais c'était sympa de changer un petit peu, de voir d'autres choses. Enfin le dos, j'allais dire ici c'est le 50 dos. Autant vous prévenir tout de suite parce qu'on s'attend, on dit vraiment tu es quand même 9 médailles olympiques, 2 titres. Là Ah, tu c'est vas pas arriver mal, bon dernier. Bah Hein. après, ils partent tous avec les jambes, et ils ont tous leurs jambes, donc forcément, je prends un gros handicap de départ. Ouais. Mais est-ce que Mais, c'est ça qui compte ici? Non, pour toi, Non, c'était une l'idée, course. c'était vraiment J'ai de été faire un médaillé en pas. dos à Pékin en 2008, le deuxième jour, argent quand même. J'ai pas nagé depuis très longtemps en compétition, à l'entraînement oui. Après, j'avais juste envie de faire autre chose, et puis c'est bien aussi de changer un petit peu, donc on est parti en Australie pour nager, pour faire des courses. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un 50 dos, et je me suis fait plaisir dans l'eau, quoi, c'est intéressant. Et des temps Voilà. aussi. Et des temps aussi, oui, bien sûr. Après, c'est principalement sur le crawl, 100 mètres et 200 mètres, qui m'a vraiment réconcilié avec cette course qui était
Une course que j'affectionnais beaucoup, mais qui était difficile. Et puis, Et il y a eu une médaille au bout. puis une médaille sur le 100 mètres. Et le 200 mètres, je fais un bon chrono qui est vraiment de nouveau digne de ce que je peux faire aujourd'hui. 3,8, c'est pas mon meilleur, mais c'est du vrai niveau international. Et un temps qui m'aurait permis d'être sur le podium aux Europes. Donc, Et puis, il faut aussi savoir que ce genre d'image aussi, ça nous prouve que rien n'est toujours aussi facile. La médaille, elle est là, d'ailleurs. Hein, ouais. on la... Elle est juste là, exactement. Voilà, on la voit. La toute dernière, c'est celle qui est tout à droite. Ici. David Mathias l'a rappelé, c'est un palmarès extraordinaire. 153 titres nationaux, 9 médailles paralympiques. Est-ce que ça ne traduit pas non plus, en même temps, même si ce palmarès, vous le dites, votre travail, votre talent, votre détermination, mais aussi ça ne marque pas un manque flagrant de concurrence, d'être à ce point au haut niveau comme ça pendant 20 ans quasiment? Est-ce qu'il n'y a pas, ça ne jette pas peut-être un discrédit aussi sur la oui. discipline? Oui, alors merci de remarquer qu'il y a aussi beaucoup de travail derrière, c'est sûr. Il y a une grosse différence entre le très haut niveau international et le niveau national, c'est évident. Mais ça pointe aussi du doigt le fait qu'il manque des nageurs dans ma catégorie principalement. On a des très bons nageurs dans la catégorie au-dessus. Le groupe qui est parti avec moi est composé de plusieurs jeunes qui sont dans la classe S10. Je pourrais citer Florent Marais qui est maintenant au pôle à Antibes. Je pourrais citer Hugo Didier qui est à l'INSA d'ailleurs à Toulouse, à l'école à l'INSA, et qui était champion du monde et champion d'Europe en dos. Garçon qui a l'âge 1-3 au 100 dos, en grand bassin, c'est pas rien, avec un handicap. Mais oui, dans ma catégorie, entre autres, il y a un vrai manque de nageurs, quoi. Il manque une relève, c'est évident. On travaille pour ça avec le comité paralympique français, pour trouver des solutions pour qu'il y ait une relève. Mais bien sûr que par rapport à la densité qu'on a vu à Melbourne et en Australie, il y a un monde, quoi. 650 nageurs au niveau des championnats d'État, forcément, c'est pas mesurable avec ce qu'on a en France au plan du valide. Et donc forcément, sur le plan paralympique, c'est la même chose. C'est un bon indice. Quand même. On a beaucoup de choses aussi à te demander. On va prendre le temps aussi d'en discuter dans le bonus d'Esprit Sport. Vous avez l'habitude. C'est à la suite de l'émission sur notre replay sur télégrenoble.net et également le vendredi sur Télégrenoble. On a l'agenda aussi. C'est une rubrique incontournable et c'est Mathias qui nous le présente. Allons-y. Il démarre dès mardi, tu le disais tout à l'heure, avec les BDL qui vont recevoir Rouen pour cette dernière journée de Magnus. Les BDL qui rejoueront dès vendredi en attaquant les playoffs. Vendredi, il y a d'autres rendez-vous aussi. Il y a le GF38 qui reçoit le Red Star. Peut-être, on le répète chaque semaine, pour la première victoire de l'année 2019 pour les Grenoblois. C'est les amis, donc... Ce sera l'Amico, Ensuite, il y a le GSMH 38 qui reçoit Strasbourg, on l'a évoqué aussi à 20h30 pour un match qui sera capital pour le maintien des handballeurs. Et puis samedi, le déplacement du FCG évidemment à Clermont pour un match, on le sait d'avance, compliqué, ce sera à 18h. Et puis aussi un tout petit truc, si vous voulez aller fêter le J-100 avant la Coupe du Monde de foot, la Coupe du Monde féminine de foot, vous pouvez aller à la patinoire Pôle Sud à 18h avec un concours de buts avec des joueurs, notamment des filles ou des garçons du GF38 qui sont annoncés. Merci encore David, bonne chance en route vers Tokyo. Ouais. Merci beaucoup Eric et Mathias et vous à très vite. Esprit Sport, les prolongations de notre émission dédiée à tous les sports, tous les lundis sur Télégrenoble avec David Smetanine, un athlète handisport de natation, toujours en route vers des Jeux Olympiques. Cette fois-ci, c'est Tokyo, c'est encore l'Asie, après Pékin et 2 médailles d'or, entre autres, 4 médailles. 4 ou 5 médailles, 4 médailles à Pékin. Voilà, et il y a 10 ans déjà, donc un vieux souvenir. Voilà qui ne te fait pas... froid aux yeux, comme on dit. Il me manquait le Japon, je ne connaissais pas le Japon. Ah, c'est pour ça. Le pays du judo qui a été mon premier sport aussi. Non, après c'est... Oui, c'est ça, tu avais fait des arts martiaux. Entre autres, et puis c'est l'envie de pouvoir rêver encore un peu plus, quoi. Les Jeux, c'est vraiment unique, quoi. Il y a vraiment un esprit particulier, il y a vraiment une ambiance particulière et ce défi dont je parlais tout à l'heure d'aller chercher cette 10e médaille qui m'a manqué pour un 100e à Rio, donc pas s'arrêter là-dessus, c'est pas possible. Alors on parle de Tokyo justement, Tokyo 2020, derrière Paris 2024 forcément. Quel rôle on peut imaginer? Vous avez déjà eu un rôle dans la candidature? Oui, j'étais au comité des sportifs, on a travaillé beaucoup sur la candidature pour promouvoir ces Jeux, pour les vendre le mieux possible, pour convaincre aussi.
Et puis expliquer que c'est un projet de territoire aussi. J'étais encore avec la Corse au téléphone tout à l'heure, Calvi, pour la fête du sport au mois de septembre prochain, qui souhaite me faire venir comme ambassadeur du sport. On a envie que le territoire entier rayonne grâce à ce Jeu de Paris, ce que j'ai intitulé en quelque sorte la décentralisation des Jeux sur le territoire. Et Grenoble, territoire olympique forcément. Donc il y a un rôle bien sûr important pour que toutes les bases arrières puissent permettre d'accueillir du monde, de renforcer la politique d'accueil sur les territoires, autant sur le plan touristique, sportif, puis économique. Ne pas l'oublier. Le sport rassemble, fédère et draine de l'argent aussi. Et puis c'est faire vivre la France entière grâce à ces Jeux et c'est important de le souligner. C'est pas que Paris. Le foot sera... Bien sûr, pardon. Non, ouais. Bien sûr, en plus je vois la mer. Bien sûr. Je serai reparé en 2024. Bah ouais. Bah on a dit à 50 ans, tout est possible. Hein. Ça serait juste exceptionnel, quoi. Ça serait un miracle même, je crois. Mais c'est une autre histoire. Il y a une reconversion à imaginer, une carrière aussi à construire dans ce rôle d'ambassadeur. Oui, je le fais pour le département de l'Isère, j'en suis très fier. J'ai une mission pour la région aussi en plus aujourd'hui. Mais Martine Colli, le président Barbier, m'ont fait confiance et mon directeur aussi, que je salue passage. Philippe Gallien, les services donc vraiment avec qui je travaille avec beaucoup de plaisir. Et Mélina Robert-Michon. Oui. On a un territoire très sportif, un rapport au nombre de licenciés en France. Le territoire de l'Isère est le territoire le plus sportif de France, le département le plus sportif. On a envie de faire quelque chose de bien. Le sport compte pour plein de raisons. Et puis, oui, il y a la promotion à faire. On connaît le territoire, on connaît le terrain. Je connais le monde olympique et paralympique. J'ai un rôle de représentant des nageurs paralympiques aussi en plus maintenant au niveau international. J'ai été membre de la commission des sportifs au niveau paralympique international. Je suis désormais membre du comité des sportifs de l'Agence française antidopage depuis 3 semaines. Et je vais à Lausanne le 14 et 13-14 pour le premier symposium de l'AMA, où les sportifs sont cette fois-ci conviés, invités. Donc ça bouge bien. Donc oui, je m'investis beaucoup et j'ai envie de le rendre maintenant à mon pays de cette façon-là. Comment Paris peut compter sur ses ambassadeurs, ses sportifs pour promouvoir les Jeux, pour les rendre efficients, j'ai envie de dire. Et sur des questions aussi simples que l'accessibilité, je l'ai fait pour le Stade de France. Voilà. J'ai une proposition en stand-by là pour les fan zones du couillon de football. Féminine, oui, pour Grenoble, l'agglomération. Avec un dossier, là, une équipe brillante. J'espère que ça va avancer et passer, mais c'est important que les sportifs parlent aux sportifs. Et je dis souvent ce petit truc-là, enfin, c'est un jeu de mots qui est un peu maladroit peut-être, mais c'est quand on est dans le bain qu'on parle là, donc c'est un peu ça, quoi. Continuer à rester là-dessus et voilà. On parlait d'une carrière qui dure depuis plus de 20 ans, dans un sport qui est tellement exigeant, la natation. Vous avez toujours cette même motivation de rentrer dans la piscine chaque matin? C'est une très bonne question. Toujours cette même motivation, cette même détermination. Vous n'avez pas un moment envie de dire, bon allez, c'est bon, j'ai fait mon temps? J'ai coupé un peu en 2017 pour m'investir pour Paris 2024, beaucoup. On est parti au Qatar pour l'ACNO, la première assemblée des comités olympiques. La première grande présentation de Paris, qui avait vraiment fait mouche d'ailleurs. On est allé jusqu'à Lima après pour récupérer le sésame parfait. Un moment inoubliable. On est allé partout en France, une tournée nationale avec Paris 2024, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg. Les équipes pro nous ont très bien accueillis. Le basket à Strasbourg, par exemple. Enfin bon. Oui, bien sûr que on est lassé. Ouais, c'est dur, c'est très contraignant. Parce que là, on te voit à l'entraînement. C'est une question de millimètres, c'est une question de... là, sur la récup en dos à deux bras, justement. C'est une question de secondes. Sur la récup, oui, c'est une question de travail, c'est le plaisir, mais quand on a des conditions comme ça aussi, un bassin pareil, c'est un bonheur de le faire, quoi, de nager. C'est très contraignant, c'est un sport qui est difficile, mais c'est là aussi où se trouve le véritable challenge. Et mon club, le NCA Country, m'accompagne, Julien aussi, mon entraîneur aujourd'hui, Guy Larocca m'a accompagné pendant quelques années aussi. J'ai été bien entouré, c'est important pour réussir. Tiens, on voit Juju justement là à l'écran. Oui, Juju, donc. Julien Poirier, beau bassin et Chirol qu'on essaye de faire avancer aussi. C'est un plaisir de nager, c'est un défi personnel et c'est dans la difficulté qu'on cherche les plus belles victoires aussi. Donc j'ai envie de continuer pour ces raisons-là, pour aller chercher ce qui me manque, cette 10e médaille, pour me prouver que je peux faire ça et puis parce que j'ai un projet particulier, quoi. Voilà. C'est un défi sportif, c'est un défi humain, c'est un défi personnel, c'est un plaisir énorme. Un podium au jeu, c'est juste magique, quoi. Tous les proches que j'ai dans mon entourage, ma famille, tous les gens qui m'ont accompagné au jeu, qui sont venus me voir, que ce soit à Rio, partout, le savent, ils le comprennent, ils l'ont vécu avec moi et c'est un moment que je n'oublierai pas forcément. Voilà, donc ça, c'est la carotte finalement. C'est la sauce sur le gâteau, ouais. Quand on peut encore se l'offrir, il faut aller la chercher, je pense que c'est bien. Et puis j'ai une chance de pouvoir aussi, je ne le cache pas, assurer mon avenir derrière, financier aussi. Ben, il faut bien. Et ça me motive, clairement. Une prime au jeu, c'est une belle médaille, c'est une belle récompense et voilà.
On a de la visibilité un peu plus maintenant, il faut en profiter. Et une nouvelle aventure aussi avec des gens qui me soutiennent. Auto Dauphiné, partenaire de Grenoble qui me soutient et qui est un partenaire important. Eh bien, il en faut. Une belle voiture. Ouais. Monsieur Rosadas, si vous m'entendez, je vous salue. Tous les gens qui m'accompagnent dans le sport en général, Philippe Desrosiers voilà, pour le groupe Manuel et Auto Dauphiné. Et je n'oublierai pas Speedo, bien sûr, mon club. C'est important. Voilà, c'est le t-shirt là. Faut monter. Mais bien entendu. Voilà. Non, et puis tous les partenaires privés, voilà, les gens qui sont prêts à m'accompagner à Grenoble aussi, des entreprises qui vont me soutenir. Donc ça, c'est les gens qui parient sur toi, mais c'est sûr que le prix à Et payer. que j'aide aussi à avancer dans leur stratégie, dans leur projet professionnel, la vitrine que ça apporte, l'image. Virtual Behave, que je ne vais pas oublier, bien entendu, à Paris, Fred et David, tout le monde. Les gens qui ne sont pas toujours à Grenoble, qui sont sur Paris, mais qui croient en ce projet sportif et qui comprennent que le sport apporte à l'entreprise aussi beaucoup. Donc c'est un vrai échange et un plaisir de le faire. Alors justement, vous parlez de visibilité, c'est important dans le sport paralympique. Il y a un gros travail qui a été fait lors des derniers Jeux. Quel regard vous portez là-dessus? Sur quels axes on peut travailler encore? Oui, c'est primordial. On a envie de montrer aussi que malgré le handicap, on peut faire de grandes choses. Et si le haut niveau paralympique est une belle vitrine du handicap, il n'y a pas que ça. Mais c'est essentiel de montrer que c'est du sport de haut niveau, qu'on s'entraîne dur aussi. À Melbourne, on a fait des journées à 7-8 bornes, il ne faut pas l'oublier, c'est important. Pour un nageur en e-sport, c'est une grosse masse de travail. Et puis, je crois que simplement, si on avait la chance d'avoir un suivi au quotidien, ou dans l'année, dans la saison sportive régulière, si je peux dire, avec ces Coupes du Monde, avec les championnats de France, les championnats d'Europe, les championnats du monde, qu'il y ait un peu plus de télévision française sur place, ce serait bien. Nous, on est là pour ça, évidemment. France sur place, Télé à Melbourne. C'est un peu loin. Mais il y a les images qui sont rediffusées et ça, c'est top pour nous, quoi. Voilà. France Télé fait un super boulot et je remercierai jamais assez Laurent Lia et toutes les équipes de France Télévisions. Et puis Télé Grenoble, depuis tellement longtemps, vous me suivez, c'est important aussi. On montre ces images-là. Au nom de cette expression du sport aussi, qui est, il y a des histoires, évidemment, hein, il ne faut pas le cacher. Il y a des histoires, il y a des accidentés de la vie, il y a des personnes aussi il y a toujours une histoire, mais il y a aussi une discipline à découvrir autrement aussi. Un engagement qui est très fort, mais aussi une discipline à découvrir autrement. Ce sont des disciplines à part entière, le handi-basket. Voilà, ici, on découvre aussi différentes catégories de nageurs, finalement aussi. Donc des challenges qui sont très, très variés, très différents. Il y a un véritable intérêt au-delà de cet aspect. On sait que vous détestez ça quand on parle de leçons de vie. Voilà, ça, on sait que c'est des choses... Sans mauvais jeu de mots, on peut vous bassiner un petit peu avec. Et là, on a l'impression qu'on est... Merci. On a l'impression qu'on est allé un petit peu au-delà de tout ça, quoi. On commence vraiment à avoir une image qui est très valorisante pour vos sports, pour vos efforts. Il y a un contexte sportif qui est de choix et qui est important. Et c'est ça qu'on veut retenir avant tout, de la performance de haut niveau, des performances de haut niveau. Une finale S10 pour les gens qui nous regardent, donc qui est la catégorie la plus proche des valides. S10. S pour swimming 10, c'est le plus petit handicap. Ouais. Donc un problème de releveur au pied, une cheville, une main, bon... Il va dire qu'il nage 50 secondes au 100 mètres, quoi. 50 secondes au 100 mètres, il rentrera en finale N1, élite valide avec ce temps-là. La finale au jeu se gagne en 50-80, 23-50 pour le 50 libre, c'est énorme comme performance. Donc forcément, c'est ce qu'on veut montrer avant tout, mais on a aussi envie de montrer que le sport est universel, que tout le monde peut faire du sport, que c'est important, ce lien social qui va avec, etc. Et qu'on veut proposer aux gens qui ont été accidentés de la vie, victimes, malades, etc., des blessures de vie, comme tout le monde, qui peuvent s'épanouir dans le sport aussi, que c'est quelque chose de normal. Le sport compte et le sport doit être intégré pleinement dans toutes les couches et de tous les niveaux stratégiques, culturels ou simplement par rapport à l'âge, quoi. Voilà, c'est pas... Tout le monde peut nager, il n'y a pas de souci pour ça. Et c'est important de le montrer. Et de donner une chance à des gens qui ont été blessés, bien sûr. Vous parlez de S10, justement, en prenant cet exemple-là. Est-ce qu'il n'y a pas non plus, c'est pas un frein, toute cette multiplication des catégories qui sont forcément légitimes, bien évidemment, mais à un moment, pour le spectateur moyen, c'est difficile de s'y retrouver, d'avoir une lisibilité sur ce que vous faites, justement. Oui, on a eu ces remarques-là plusieurs fois. Le ski a trouvé une solution avec différentes catégories, mais un temps unique. On fait des décomptes de secondes, 95% de la seconde, 90% de la seconde, ou 85% de la seconde par rapport au niveau du handicap. Les gens debout, les gens assis. En natation, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a beaucoup plus de différences ou de types de handicap différents, pardon. Et c'est pas facile de l'expliquer. C'est au niveau d'un degré de handicap, en fait. De propulsion dans l'eau, de possibilités de moyens physiques dans l'eau. Donc on doit les coter pour ça, et ça passe par un nombre de points qu'on a. L'Angleterre l'a très bien fait avec des petits schémas pour montrer quelles sont les parties paralysées, quelles parties qui ne sont pas paralysées, qui peuvent marcher dans l'eau, qui peuvent aider le sportif à se déplacer dans l'eau. Et les télévisions françaises l'ont très bien fait aussi avant les Jeux de Rio pour montrer aux Français comment ça se passe et les catégories. On les réduit quand même de plus en plus. Tokyo va faire parler aussi par rapport à ces choses-là.
On va perdre quelques courses, quelques catégories parce qu'on veut qu'il y ait une représentation la plus globale possible et la meilleure possible, que ce soit un vrai haut niveau. Mais ça s'apprend, comme dans tout. Voilà. Dans tous les sports, il y a des règles, c'est pas toujours facile. Demander à des gens qui ne sont pas fans de hockey sur glace comment ça se passe pour les lignes bleues et les lignes rouges et qui ne comprendront pas les hors-jeux, etc. En natation, c'est un peu pareil. Donc à nous de trouver un moyen de bien communiquer avant les jeux, avant les compétitions et de faire en sorte que ce soit compréhensible pour tout le monde. Et puis c'est devenu quelque chose de très télégénique, la natation, donc on en profite. Absolument. Le progrès de l'image et des nouvelles technologies oui, de l'image, c'est sûr que quand on voit cette photo-là, dans le bassin extérieur derrière, c'est joli à voir. Quoi. Effectivement. Merci beaucoup. Merci à vous, David, merci d'avoir honoré notre invitation. Et puis, encore une fois, on se retrouve. On a un an avant Tokyo. OK ? C'est un plaisir de le faire et d'être suivi depuis toutes ces années. C'est aussi une belle histoire. Merci. Eh bien, bonne chance à toi, David. Merci, messieurs. Et vous, à très vite.